Alors, on va commencer effectivement par une première partie en une demi-heure que je vais exposer. Ça va être la partie austère. Ça me semble assez bien, ça montre le caractère connu. D'abord pour dire que la biodiversité, en fait, j'ai découvert récemment que, comme M. Jourdain, pour le parolier, je l'ai enseigné et j'y ai mené des recherches sans savoir ce que c'était en fait, sans que le terme existe encore. On parlait de diversité spécifique, de diversité des écosystèmes, etc. Donc ce terme a été formalisé, vous voyez, en 1988 dans le cadre d'une assemblée générale d'une ONG qui est bien connue, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a été, disons, structurée à Fontainebleau en 1958 ou 48, je ne sais plus, déjà pas mal de temps. Et cette idée de biodiversité a été reprise par la Convention de la diversité biologique, la fameuse conférence de Rio de Janeiro en 1992. Cette biodiversité, en fait, désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine et comprend la diversité au sein des espèces, entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Donc c'est une définition relativement large et je pense assez compréhensible. Et derrière, on va essayer de voir comment se structure cette biodiversité. Quels en sont les principaux éléments. Il y a différents niveaux d'intégration du vivant, et j'en ai cité 4 ici principaux. La diversité génétique qui s'exprime au sein de populations, c'est-à-dire de groupes d'individus qui, normalement, sont dits interféconds, c'est-à-dire qu'ils peuvent échanger entre eux des gamètes, des gènes, pour créer du neuf. Hein. Il y a un célèbre collègue qui a dit « Qui fait un œuf, fait du neuf ». Par ailleurs, autre élément de paradoxe, nous constituons ici une population, donc nous sommes tous semblables, mais à la fois chacun d'entre nous est différent. Donc c'est ce premier paradoxe déjà qui exprime un peu la notion de biodiversité. L'autre niveau d'intégration, c'est celui de la diversité taxonomique, c'est-à-dire unité, c'est celle qui regroupe l'ensemble des espèces, c'est peut-être le niveau le plus connu en fait par la plupart des gens, mais au sein des espèces aussi, il y a bien sûr une grande variabilité qui s'exprime, et notamment avec chose de race. Pensons par exemple aux animaux domestiques, aux vaches, hein, les races bovines, vous en connaissez de multiples. Il y a aussi des variétés. Là, l'Université de la Pomme, qui est une association, je crois, locale, a analysé, je crois, 2000 ou 3000 variétés de pommes. Alors, je ne sais plus dans quel territoire, mais en fait, c'est une grande diversité aussi qui s'exprime ici. Ensuite, la diversité des communautés ou des habitats, ben ça, les communautés, c'est l'ensemble des espèces qui s'organisent entre elles pour coexister, plus ou moins pacifiquement. Bon, on va voir tout à l'heure comment. Et puis enfin, le dernier niveau de diversité d'intégration supérieure, c'est celui de la diversité des écosystèmes qui s'exprime en fait et que l'on peut regrouper au sein des paysages, c'est-à-dire des éléments qui structurent l'espace. Exemple de diversité génétique, on a une petite diapo ici qui montre 2 prines verts sauvages, alors ce sont bien sûr populations sauvages, et vous avez une jaune, la plus commune que vous voyez actuellement fleurie sur les talus, mais il y a aussi une rose parfois qui s'exprime dans ces populations, et qui montre ici ce qu'on appelle le polymorphisme génétique au sein des populations. Donc une petite illustration du premier niveau. C'est résumé, je ne sais pas si c'était... Il faudrait peut-être éteindre les lumières, non pas du moins la première partie devant. Je n'ai pas besoin, moi, d'être éclairé. C'est mieux, hein? Merci. Donc ça, je ne vais pas le commenter plus loin, c'est un peu une sorte comment dire, d'illustration de ce que j'ai exprimé précédemment dans le précédent diapo. Avec à gauche les différents niveaux d'études ou les disciplines scientifiques qui étudient chacun de ces niveaux d'intégration, hein, de la biologie moléculaire jusqu'à celle de l'écologie globale qui parle donc de l'écosphère, de notre Terre en fait, pour simplifier. Donc différents niveaux d'organisation qui vont se structurer hein, au cours des connaissances. Quelques diapos de temps en temps pour que ce soit un petit peu moins austère. Ici, un ensemble de paysages qui s'inscrivent, qui sont connus, hein, ces paysages de nos régions, un agrosystème en haut, avec sa fameuse, ce que j'appelle la néoragos, hein, un arbre qui est traité par émondage sur la totalité, sauf que depuis les années 1980, presque depuis la création du mot biodiversité, on a des néoragos.
C'est-à-dire des ragoses dont on laisse une branche au sommet. C'est tout à fait nouveau, ça date d'environ une quarantaine d'années. Avant, ça n'existait pas, ce type de structure arborée. Le rôle, c'est d'être un tire-sève, en fait. D'autres paysages de vallées encaissées, comme la vallée du Canut ici, ou bien les landes de Pimpon que vous voyez dans la partie à droite en bas. Alors, cette diversité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le premier paradoxe, c'est-à-dire qu'on est tous différents, mais à partir du moment où on a dit qu'on était tous différents, on ne peut pas tellement progresser en fait dans la connaissance. Donc, très tôt, un certain nombre de personnes se sont dit, de scientifiques, mais pas que des scientifiques, se sont dit, ben, il faut organiser cette diversité pour essayer de la comprendre, et de l'analyser, et de la modéliser. C'est pour ça qu'on a classifié, typifié les éléments de cette biodiversité en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Le premier niveau, ben, c'est celui des microbes. Alors, microbes, ce n'est pas un type d'organisation, c'est simplement ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu, tout simplement. Donc, là-dedans, on regroupe les bactéries, les virus, les planctons, notamment phytoplanctons, ou zooplanctons. Un autre groupe, quelquefois plus discret, mais extrêmement important dans notre fonctionnement du sol notamment, ce sont les fonges, les champignons, ou bien associés aussi les lichens. Tout le monde a vu les toits de Saint-Malo couverts de la xanthorie, ces toits jaunes qui sont les lichens, qui font partie de ce groupe des champignons globalement, associés avec des algues. Plus connu, c'est la flore, toute l'organisation des espèces végétales vasculaires, celles qui ont des possibilités, qui possèdent notamment des vaisseaux pour conduire la sève et se nourrir et élaborer leur système, et puis des végétaux non vasculaires, j'ai cité ici les mousses et les algues. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas de vaisseau, ils ont d'autres modes de transfert des nutriments. Et puis bien sûr, j'en parlerai pas beaucoup moi, mais Patrick va beaucoup plus insister dans ce domaine, celui de la faune, invertébrés d'une part, et vertébrés d'autre part. Donc invertébrés, ça regroupe un grand nombre de groupes tels que les insectes, les araignées, les mollusques, et ainsi de suite. Vertébrés, ça va de poissons jusqu'aux mammifères, en passant par les batraciens, les oiseaux, etc. Alors comment, quand on est ici dans le parc naturel, projet de parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte d'Émeraude, comment se structure cette diversité? Eh bien, elle se structure, elle est présente parce qu'elle obéit à un certain nombre de filtres environnementaux qui vont faire en sorte qu'elle va pouvoir s'exprimer ou non. Donc les filtres, c'est ce qui empêche l'expression de la totalité du vivant sur notre territoire. Un des filtres bien connus, par exemple, filtre climatique, c'est le gel. À certaines périodes, s'il y a des gels intenses, eh bien, on a une régulation des espèces dans un territoire associé au gel. Le gel va éliminer les espèces trop sensibles à ce facteur environnemental. D'autres facteurs de diversification de nos territoires, eh bien, c'est la minéralité, c'est-à-dire la nature du sous-sol. On parle d'éléments acides, neutres ou alcalins. C'est la balance, par exemple, entre les cations divalents, calcium, magnésium, versus les cations monovalents, tels que les protons, qui caractérisent, par exemple, en concentration importante, l'acidité. C'est bien sûr le caractère en zone ici littorale, le gradient entre le doux et le salé en passant par le saumâtre. C'est un intermédiaire entre les deux. Il y a aussi bien sûr le facteur hydrique, et tout le monde ça les connaît, puisque effectivement pour qu'une plante vive, il faut alimenter en eau. Mais on a donc tout un gradient de ressources en eau, jusqu'à des périodes de déficit, ce qu'on appelle les habitats secs, et puis dans des habitats qui sont en permanence aquatiques, et tout un gradient entre ces deux-là. Le facteur trophique, j'y reviendrai à 2 ou 3 reprises d'ailleurs, parce que c'est un filtre important. Il est bien connu de tous les agriculteurs, de tous les horticulteurs, etc., tous ceux qui cultivent les plantes. C'est le fameux NPK, N pour azote, P pour phosphore et K pour potassium. Donc les 3 nutriments essentiels à la vie des végétaux. Ils peuvent être en quantité importante, c'est ce qu'on appelle les milieux eutrophes, c'est-à-dire qui nourrissent bien, versus en quantité peu importante ou en déficit, les milieux oligotrophes, c'est-à-dire qui nourrissent peu. Non pas mal, qui nourrissent peu, mais non mal. On va en voir tout à l'heure pourquoi.
Autre élément, bien sûr, qui va générer l'expression de cette biodiversité, ce sont tous les facteurs qui affectent les végétaux en eux-mêmes, les perturbations, ou toutes les actions de gestion. Par exemple, le pâturage, c'est une perturbation positive si on veut obtenir une prairie, négative si on veut obtenir une forêt. La fauche, pareil. En termes de bilan, tous ces filtres environnementaux vont caractériser l'habitat qui détermine une communauté, une biocénose à un endroit donné. Qu'elle soit naturelle, semi-naturelle, c'est-à-dire en partie gérée par l'homme, ou artificielle, ou anthropique. Sur le facteur hydrique et les facteurs trophiques, et insister sur un élément important qui va vous être présenté tout à l'heure en termes d'illustration, c'est ce facteur trophique ici, puisqu'il intervient dans ce qu'on appelle les changements globaux du territoire. Si on a des ressources, si on a un environnement, un milieu, un sol bien nourri en eau, bien documenté en eau, bien nourri en nutriments, on va donc avoir un milieu qui va permettre une croissance rapide, importante, d'un certain nombre de végétaux. Mais, de ce fait, les espèces vont entrer en compétition. Compétition entre ceux-ci, c'est-à-dire compétition entre espèces. Et au bout du terme, on va avoir un modèle de régulation qui va faire que très peu d'espèces vont pouvoir survivre. Et c'est la plus compétitive, ou les 2 ou 3 plus compétitives qui vont s'exprimer. Donc on aura une faible biodiversité si on a un milieu riche. A l'inverse, si on est dans un milieu avec des contraintes, des déficits d'eau, des déficits de nutriments, c'est-à-dire peu de nutriments présents, les espèces vont s'organiser de telle sorte de pouvoir gérer ces contraintes et s'organiser entre elles. Donc elles ne vont pas entre elles se combattre entre guillemets. Et elles vont développer des astuces, entre guillemets, pour gérer ces déficits ou ces contraintes. Et donc il va y avoir une plus grande expression de la diversité. C'est de là que j'ai traduit l'adage, un nouvel adage, hein, ce qui est pauvre en nutriments est riche en espèces. On va voir les conséquences de ça tout à l'heure. La biodiversité, c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, s'exprime à travers le fonctionnement des écosystèmes. Je viens d'en parler ici à travers les différents filtres environnementaux qui caractérisent un écosystème. Et notamment un élément important du fonctionnement de l'écosystème sur lequel on vit. Notre présence ici est essentiellement ça, c'est lié à la matière organique, à la matière carbonée qui est produite par ces écosystèmes et à leur transformation. Alors on a une chaîne ici de production qui va s'organiser en fonction des producteurs primaires, à travers les plantes photosynthétiques, qui vont créer à partir de l'eau du gaz carbonique, du dioxyde de carbone et de l'énergie lumineuse, qui vont créer de la matière organique. Celle-ci va pouvoir être consommée par exemple, des criquets, des sauterelles, etc. Donc là, je me situe, par exemple, dans une prairie permanente, fleurie, pourquoi pas. Ensuite, les consommateurs secondaires, ce seront les lézards, les mulots, qui vont se nourrir de ces sauterelles, de ces criquets et autres invertébrés. Ces lézards vont eux-mêmes constituer, ou mulots vont constituer une ressource pour les prédateurs, ou ce qu'on appelle les consommateurs tertiaires, tels que les chouettes, les faucons, etc. Et puis, une dernière composante essentielle, mais qu'on oublie souvent dans les chaînes trophiques, ce sont les décomposeurs. C'est-à-dire tous ceux qui vont transformer cette matière organique pour restituer les nutriments élaborés par les producteurs primaires, ou bien élaborés par les consommateurs secondaires ou autres. Et ici, vous avez le schéma, en fait, qui résume un peu, de manière un peu différente, mais ces différents niveaux d'intégration, et les flèches traduisent ici, en fait, le rapport qu'il y a dans les cycles notamment du carbone. Bon, vous savez aujourd'hui que le cycle du carbone, c'est quelque chose qui vous interpelle tous les jours, même dans les 20 heures, hein, c'est médiatisé, puisqu'on parle de réchauffement climatique, lié effectivement à un excès de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui conduit à un échauffement de la planète. Donc tous ces éléments-là vont, pour partie, réguler, je dis bien réguler, les flux ou les stocks de carbone dans les écosystèmes. Pour revenir aux espèces, à la biodiversité, je dirais dans sa
dans son état et non plus dans ses fonctions comme précédemment évoqué, on peut aussi catégoriser les espèces en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Notamment ici, je parle des espèces autochtones. Donc vous avez des espèces que vous connaissez, hein, comme la Véronique Petit-Chêne, très belle petite plante qui pousse sur le bord des haies, sur les talus ou ailleurs. La fougère, le Blakenum, ici avec ses deux types de feuilles, ou bien la Boyercilla, plus rare, mais présente notamment dans les landes d'Avebourg ou bien dans les landes du Cap-Fréhel. Donc ça c'est la végétation, la flore autochtone. Et puis vous avez des espèces acclimatées, des espèces qui viennent d'ailleurs et que l'on cultive pour différentes raisons, notamment souvent pour des raisons esthétiques d'ailleurs, comme ici l'azalée du Japon ou bien la glycine de Chine. Et puis vous avez des espèces qu'on appelle les 3 E, pour espèces exotiques envahissantes, qui sont des espèces qui vont arriver chez nous de manière incidente, volontaire ou non. Ici, c'est l'exemple d'une espèce qui a été introduite volontairement dans les Landes il y a environ un siècle pour ses valeurs esthétiques. C'est une plante semi-aquatique, qui est la Jussie, qui n'est pas encore arrivée, je crois, dans le parc, mais qui va arriver bientôt. Elle est au bord. Elle est au bord, hein? Elle est au bord. Ouais, c'est au bord. Merci Patrick pour la précision. Elle va arriver bientôt parce que bien, elle migre, elle vient des Landes et depuis un siècle elle progresse vers le nord, sans doute d'ailleurs affectée plus ou moins avec, en lien avec les changements climatiques, le réchauffement global, et puis aussi avec l'eutrophisation des écosystèmes. Donc ces deux facteurs conjugués permettent le développement de ces plantes exotiques envahissantes qui vont tendre à réduire, lorsqu'elles sont présentes en quantité, à réduire la biodiversité localement. C'est un des risques majeurs de perte de biodiversité d'ailleurs. Chez nous, on connaît, vous l'avez vu le long des routes, parfois, dans les fossés, dans les lieux un peu humides, c'est la reine du Japon, qui est une espèce exotique envahissante aussi, qui tend à se propager un peu abusivement. Alors, la règle des 1101, on considère que globalement, pour 1000 espèces introduites volontairement ou non, 100 vont s'acclimater, exemple de la glycine, de l'azalée, et parmi elles, une va devenir une espèce exotique envahissante. Mais, vous me direz c'est peu, mais lorsqu'elle est présente, c'est extrêmement important sur le plan du fonctionnement et de la préservation de la biodiversité. Cette biodiversité, où se rencontre-t-elle? Eh bien, je vais vous inciter là-dessus, c'est important, notamment pour tous les gestionnaires d'espace, de milieu, tous ceux qui font de la gestion en fait. Il y a la diversité exprimée. Par exemple, dans les Landes, ce sont les brouillards des ajoncs. Dans les prairies, ça va être par exemple la flouve, le pissenlit, les pâquerettes, etc. Mais il y a aussi la diversité latente. Alors ça, c'est tout le stock de graines, ou ce qu'on appelle la banque de propagule, ou la banque de graines, qui va être contenue dans le sol, et qui va s'exprimer à la faveur de perturbations de celui-ci. Donc, lorsque vous cultivez votre jardin, si vous retournez la terre, eh bien, vous allez avoir des plantes qualifiées hier de mauvaises herbes, que je n'aime pas ce terme, donc je vous préfère que demain vous utilisez le terme de plantes indésirables, ce qui est totalement différent. Indésirables là où elles sont parce que vous voulez y faire autre chose, mais pas mauvaises en soi. Donc ça c'est la diversité latente qui va s'exprimer à la faveur de perturbations du sol notamment, ou de changements de culture, etc. Et puis la diversité potentielle, c'est un élément important aussi à prendre au sein d'un territoire comme ce parc, puisque cette biodiversité potentielle, ce sont les flux de graines, les flux de diaspores, les flux d'animaux, etc., dans le milieu, dans l'environnement, qui tient compte notamment de ce qu'on appelle les corridors écologiques, hein, les transferts, et inversement. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué, TVB, c'est la trame verte et bleue, dont vous avez sans doute entendu parler, on pourra revenir si vous voulez, et qui s'inscrit au sein du schéma régional de cohérence écologique, le SRCE Bretagne, qui est publié, qui est consultable sur le web. Catégorie de biodiversité. La diversité banale. Pissenlit, que vous voyez un peu partout, il va s'exprimer y compris sur les trottoirs, en bordure de maisons, etc., un peu partout, mais ce n'est pas une mauvaise herbe. C'est une plante indésirable, là où elle s'exprime parfois, mais par ailleurs, certains d'entre vous d'ailleurs en consomment peut-être cette saison. Donc vous voyez qu'elle n'est pas mauvaise en soi. Funetaire, j'ai mis funetaire, malheureusement ma diapo n'est pas très correcte, elle n'est pas assez proche. C'est une funetaire, c'est une plante très très jolie, c'est une plante sauvage qui pousse communément dans les jardins, qui peut devenir un peu envahissante parfois, mais qui est
très très joli. Néanmoins, donc pareil, hein. Moi, chez moi, je garde les fumeterres en général, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une diapo ici de fumeterre, parce que c'est une plante que je garde dans mon jardin, dans mon parterre. Et puis vous avez la diversité ordinaire, on va en parler tout à l'heure aussi. Cette diversité ordinaire, c'est celle que vous côtoyez tous les jours également, dans les espaces naturels ou semi-naturels, les prairies, par exemple, comme ici, la reine des prés, ou bien la carotte sauvage. Donc cette flore ordinaire s'exprime. Et puis, il y a une troisième catégorie, qui est la diversité dite patrimoniale, c'est-à-dire celle qui affecte des espèces qui sont peu fréquentes sur le territoire, qui sont associées à des habitats particuliers, tels que des landes, des tourbières. Hein. Donc c'est la flore des landes, des tourbières. Là j'ai mis par exemple sur la photo de gauche un Rossolis, qu'on appelait communément aujourd'hui en latin Drosera. Le nom latin est plus connu d'ailleurs que le nom français. C'est un paradoxe parmi d'autres, mais ça arrive aussi. Ce Rossolis ou cette Drosera donc, pousse ici sur les coussins de sel. C'est une mousse dont je vais reparler dans quelques instants. Et puis à droite, une petite plante très discrète qu'on appelle un panico vivipare. Alors le panico, vous connaissez cette espèce, c'est une espèce de la famille des carottes, un peu épineuse, qu'on appelle parfois chardon à tort, rien à voir avec des chardons, c'est de la famille des carottes. Le panico vivipare, pourquoi je l'ai mis ici? Parce qu'il n'y a plus qu'une seule station de quelques 200 à 300 mètres carrés en France. À Bels, au lieu dit les 4 chemins dans le Morbihan. Lorsque j'ai fait des inventaires il y a une quarantaine d'années, j'en connaissais une quinzaine de stations dans le triangle de Vin, Ploemel et Bels. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule station et qui fait l'objet d'un plan national d'action. Sinon, cette plante ne se retrouve au niveau mondial que dans quelques stations encore dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice. C'est tout. Alors ce panico, vous le connaissez peut-être pas celui-ci, mais un autre, c'est le panico des dunes, dont la fleur, l'inflorescence plutôt, sert d'emblème au conservatoire du littoral. Schématisé. Donc cette flore patrimoniale, c'est celle de... Alors, cette flore patrimoniale dont je viens de parler ici, elle est très dépendante, paradoxalement, des milieux très pauvres. Très pauvres en nutriments. Là où ne s'exerce pas la compétition avec les autres espèces. Parce qu'elle a des caractéristiques qui ne permettent pas d'engager la compétition. Par contre, elle a des possibilités de réponse à des contraintes trophiques ou à des contraintes hydriques extrêmement fortes. Alors, c'est un peu mon caractère militant qui apparaît ici. Préserver le caractère oligotrophe des habitats, c'est quelque chose d'essentiel en termes de biodiversité. Ça, c'est mon point de vue. Je ne partageais peut-être pas, mais c'est celui que j'exprime, en tout cas, avec véhémence. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va rencontrer la diversité des espèces rares ou menacées à l'échelle du globe. En Bretagne, 6% de zones humides, 6 à 6%, comment dire, 30% des espèces protégées appartiennent à ces zones humides, en Bretagne, rares ou menacées, et 90% de celles-ci, c'est-à-dire 9 sur 10, appartiennent aux zones humides oligotrophes. Vous voyez, c'est limité. Le site d'accueil est donc très improbable. Et puis enfin, la capacité de restauration d'un milieu oligotrophe, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre, le plus coûteux. Donc vouloir recréer un milieu oligotrophe, c'est extrêmement délicat, voire improbable. Et en tout cas, ça coûte très cher. Donc, la préservation en amont de ces milieux oligotrophes est un élément essentiel de la préservation de la biodiversité dans un territoire. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est qu'un caractère oligotrophe? Alors, oligos, ça veut dire trophique, c'est qui nourrit, oligo, peu, vous connaissez les oligo-éléments, les éléments que vous consommez en très faible quantité, qui sont utiles à votre santé, mais que vous ne consommez pas en grande quantité. Voilà, oligotrophe, ça veut dire qui nourrit peu. Ce qui fait qu'on a un milieu, si vous voulez, un environnement très contraignant, en fait, pour la plupart des plantes. Donc, pour les plantes exigeantes ne vont pas se développer dans un milieu oligotrophe. Je ne fais pas le schéma de rappeler ça à la population humaine et aux modes sociaux, mais bon, quelque part, il y a une petite... Un exemple, vous avez dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup les tourbières. Alors, les tourbières sont des zones humides qui sont représentées notamment les tourbières Asphènes, comme ici l'Asphène de Magellan,
qui est présente. Je ne sais pas si elle est présente dans le parc, mais elle est présente en Bretagne, dans un certain nombre de tourbières. C'est une plante qui se nourrit que de l'eau de pluie, en fait. Donc il y a quelque chose de plus oligotrophe que l'eau de pluie, il n'y a pas. Hein, il y a quelques nutriments dedans, mais en très faible quantité. Alors pourquoi je vous dis que cette sphène est un élément qui m'interpelle? Parce que c'est elle qui va fixer le carbone avec le plus d'efficience dans un écosystème. Pourquoi? Parce qu'elle ne se décompose pas. Donc tout carbone qu'elle absorbe, en très grande quantité, 90% du carbone qu'elle absorbe est fixé. Et fixé sous forme de, un élément que vous avez entendu parler, de tourbe. Notamment ici le tourbe blonde. Donc c'est un excellent, c'est même le majeur puits de carbone qu'il existe sur notre planète, sur les terres continentales. 3% de la surface des terres émergées du monde sont représentées par des tourbières, boisées ou non. Elles représentent à elles seules plus de 30% du carbone stocké sur notre planète. Cette plante comme illustration de ce mécanisme. Demain, si vous achetez des terreaux, des choses comme ça, évitez d'acheter des terreaux à base de tourbe, de sphène ou autre. Il y a d'autres terreaux existants, notamment ici dans le domaine du parc, le CAT des 4 veaux, qui forment des composts essentiellement avec les déchets de jardin et autres détritus qui sont tout aussi bons et qui ne détruisent pas la planète. Alors, j'ai déjà évoqué dans le cas précédent, mais on peut le réussir ici, les écosystèmes et la biodiversité qu'ils comprennent ont un certain nombre de fonctions écologiques. Eh bien, si on reprend la prairie, la fonction, c'est la fonction de production de matières vivantes, herbacées par exemple, de plantes, partie aérienne, mais aussi partie souterraine, les racines, les rhizomes, etc., les bulbes. Une partie de cette production végétale va rentrer dans ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire que ces plantes vont servir de support de vie pour d'autres organismes, on a besoin de dire tout à l'heure, par exemple à travers les insectes, ou bien si vous êtes agriculteur, éleveur, l'élevage, fonction de pâture ou de fauche. Et puis bien sûr, ces services écosystémiques que produisent une prairie ont une valeur d'usage et une valeur pour les sociétés humaines, puisque derrière, il y a de multiples, on va y revenir tout à l'heure. Donc la biodiversité, c'est un enchaînement de ressources et de valeurs qui s'expriment ainsi sur cette diapo. Alors quels sont les principaux services écosystémiques? Je regarde le temps. Les principaux services écosystémiques, on peut les catégoriser ici en 4, moi j'ai fait 4 groupes ici principaux. Les services de régulation, donc ceux qui vont permettre la régulation de la qualité des eaux en favorisant l'assainissement de celles-ci lorsqu'elles sont enrichies en nutriments ou lorsqu'elles sont enrichies en d'autres éléments, par exemple dans le cas des eaux humides, qui assurent une fonction de dénitrification, c'est-à-dire l'excès de production ou de transfert de nitrate avant qu'elle n'arrive à la rivière peut être transformé en azote atmosphérique, c'est-à-dire totalement indolore pour le fonctionnement de l'écosystème, via des processus de dénitrification bactérienne dans les systèmes de zones humides, c'est alors là où il y a alternance de phase saturée en eau et de phase désaturée, principalement. Des biens de consommation, multiples, c'est tout, on parle tous des activités des pollinisateurs pour la production, notamment de ce qu'on consomme tous les jours, un grand nombre de fruits et de légumes, pas tous, mais un grand nombre d'entre eux. Des services culturels, également, qui font partie de l'intérêt pour les sociétés humaines, les aménités paysagères, avoir un beau paysage, se ressourcer à travers un espace ou un cadre de vie, c'est important. Et puis aussi des valeurs plus fondamentales, je dirais, qui caractérisent un peu notre espèce humaine, peut-être d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas notre espèce humaine, ce sont des valeurs esthétiques et spirituelles sur lesquelles on peut s'appuyer pour justifier notre présence sur ce territoire. Bien sûr, tout n'est pas rose, il y a des facteurs ou des risques de changement de cette biodiversité, destruction, fragmentation, dégradation des habitats, naturels ou semi-naturels, pollution, usage des pesticides, etc., et d'autres
autre chimie, disons, de synthèse, surexploitation parfois des ressources. Alors exploiter les ressources c'est bien, les surexploiter c'est dangereux parce qu'on risque effectivement à terme de ne plus pouvoir en bénéficier. On l'a évoqué tout à l'heure, incidence aussi sur la biodiversité, l'introduction, la dissémination d'espèces exotiques envahissantes. Et puis, effectivement, ce dont on parle souvent, ce sont maintenant les changements climatiques et globaux. Et j'insiste sur globaux, parce que, effectivement, parmi ces changements climatiques et globaux, il y a celui de l'eutrophisation, donc qui est l'inverse tout à l'heure du terme d'oligotrophisation. L'eutrophisation des écosystèmes, c'est une plus grande disponibilité des écosystèmes en phosphore, principalement, voire en azote, mais d'abord en phosphore. C'est le phosphore l'élément clé de l'eutrophisation des écosystèmes, et notamment des écosystèmes aquatiques. Si on prend l'exemple des lacs et des étangs, l'eutrophisation va provoquer une prolifération, un surdéveloppement de bactéries qu'on appelle on appelait hier les algues bleues, ce sont des cyanobactéries. Donc en soi, simplement ces cyanobactéries, pour certaines d'entre elles, produisent des substances toxiques, soit pour les poissons, soit pour nous, des neurotoxiques, des hépatotoxines, etc. Ce qui fait que la baignade est interdite. Les sports nautiques peuvent être interdits. Et ensuite, si c'est une eau consommable, eh bien, ça suppose aussi des traitements extrêmement importants et coûteux pour avoir de l'eau potable. Concernant les rivières, c'est l'envahissement par une flore banale, par des espèces en général exotiques, principalement, et la disparition des espèces autochtones, notamment. Je ne vais pas y revenir, mais sur la perte des écosystèmes oligotrophes, et donc qui sont le principal réservoir de la diversité patrimoniale. Un autre effet de ces changements climatiques et globaux, c'est la désynchronisation entre la ressource et la disponibilité de celle-ci. Enfin, la disponibilité de la ressource, et celui qui est supposé en bénéficier. Par exemple, les insectes n'ont pas migré à la même vitesse avec le changement climatique que les oiseaux. Et si vous êtes un oiseau qui est habitué à manger tel ou tel type d'insecte, si l'insecte n'a pas migré aussi vite que vous, si vous allez plus vite que lui, vous allez avoir un problème d'alimentation et donc de risque de disparition. Nous disons d'avoir des portées plus faibles, moins de jeunes, etc. Je vous rappelle que 40 à 60% de la biodiversité ordinaire, notamment chez les oiseaux, a disparu au cours des 40 ou 50 dernières années, liées à ces changements globaux. Alors ce n'est pas les espèces qui disparaissent, les populations qui régressent en quantité. Parfois des espèces, mais c'est surtout les populations. Néanmoins, c'est un élément qui a été mis en évidence il y a très peu de temps. Et puis j'y reviens, la fragmentation des habitats, capacité de déplacement des espèces, est également un élément. Cette dernière carte pour faire la transition avec je vais passer la parole à Patrick en quelques secondes. C'est une carte qui a été élaborée c'est la carte du schéma régional de cohérence écologique en Bretagne, qui montre, si vous voulez, des niveaux de biodiversité, ce qu'on appelle les réservoirs de biodiversité. D'une part, c'est les taches vertes, plus c'est vert, plus c'est riche, et plus c'est jaune, moins c'est riche, plus c'est ordinaire, notamment. Et vous positionnez votre carte. D'ailleurs, l'association Cœur a produit une carte à son échelle, qui effectivement est en cours. Je ne sais pas si elle est publiée ou pas, ils vont me dire tout à l'heure. C'est quasiment, vous pourrez la consulter bientôt, à une échelle où effectivement il y a 32 pôles ou réservoirs de biodiversité qui s'inscrivent dans le cadre du projet de parc. Et ensuite il y a les trames vertes et bleues qui sont signalées sur la carte pour voir comment elles existent ou comment il faudrait les revitaliser, voire les restaurer. Donc voilà, j'en ai fini avec l'austérité. Et je passe la parole à Patrick, qui va vous montrer beaucoup plus de belles images. Merci.